les réflexes de Sassou Nguesso, c'est comme le parti unique, ceux qui sont à la tête des institutions, M. Iloki, qui a été déjà haut fonctionnaire sous Sassou Nguesso, savent c'est exactement ce que veut Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'aime pas qu'on le contredise. Voilà. Quand vous prenez, disons, le procureur, comment on l'appelle là au Congo-Kakala, mais sur ces affaires, disons, multiples que nous connaissons, est-ce que vous avez déjà vu M. Okongakala dire que non, nous mettons une commission sur tel point, rien. C'est-à-dire qu'avec ce que ça se vient de décider unilatéralement, vous voyez que les Rwandais peuvent venir à partir de cette déclaration au Congo et faire exactement ce qui avait été annoncé disons, en 2021-2022. En Oui, sorte, vous êtes en train de dire que c'est la décision qu'elle vient de prendre là, c'est une déclinaison de bien entendu. l'affaire des terres, c'est-à-dire. Bien entendu, Christian. Maintenant, il faut ouvrir voilà, les Ils peuvent frontières au rentrer. Rwanda. Déjà, ben, ils avaient, bien avant, disons, on disait qu'il y avait déjà un accord qui était intervenu entre le Congo et le Rwanda pour l'entrée, disons, là. Donc là, on annonce comme sur le prétexte. Parce que, Christian, entre nous, c'est pas n'importe quel Africain qui va se précipiter de venir au Congo. C'est pas n'importe quel Africain. Voilà. Hein. C'est pas n'importe quel Africain. Ceux qui sont dans les sciences sociales connaissent cette phrase où on dit la liberté dans un groupe quel qu'il soit, c'est toujours la liberté, disons, des plus puissants, c'est-à-dire de ceux qui sont dotés des moyens. Voilà. La liberté d'aller devenir ne veut rien dire pour quelqu'un qui n'a pas effectivement des moyens. Voilà. Par contre, ceux qui ont des moyens vont effectivement l'exercer dans toute sa profondeur, vont exercer cette liberté dans toute sa profondeur. Donc, ceux qui peuvent venir au Congo, parce que ce n'est pas le pays le plus alléchant, c'est, je vais dire, connaissant effectivement la faiblesse de l'État congolais, connaissant, disons, le degré de corruption, disons, des pouvoirs publics ou de ceux qui sont à la tête des pouvoirs publics, ce sont, vous me permettez d'être clair, des mafieux. Globalement, c'est des mafieux. Voilà. Vous voyez, donc aujourd'hui, le pays est bien divisé hein, au profit, disons, d'un groupe à la tête duquel se trouve Sassou Nguesso, où on ne veut même plus nommer, c'est l'apartheid qui a été institué à tous les niveaux, je le dis depuis 2017. Voilà, l'apartheid institué à tous les niveaux. Je prends toujours un exemple. Christian, quand on parle, disons, de l'existence, disons, des contre-pouvoirs, qui peut expliquer pourquoi le village de Sassou Nguesso, le village de Sassou Nguesso, je dis village, c'est pas moi qui le dis, lui m'appelle son village. Quand il reçoit Yannick Noah, disons chez lui, il dit, mais disons, bienvenue dans mon village. Qu'est-ce qui peut expliquer que le village de Sassou Nguesso ait plus de députés que la troisième ville du pays qui a plus de 3 fois, disons, une population 3 fois plus élevée que le village de Sassou Nguesso? Voilà. Il a divisé en deux. Quand on divise en deux, c'est pour accroître le nombre de députés. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce que déjà, il n'est pas prêt pour un dialogue. Les élections, tout le monde sait désormais comment ça se passe sous le PCT. Y a-t-il une autre alternative? C'est celle que prévoit y compris le chiffon constitutionnel de Sassou Nguesso. Nous sommes dans un coup d'État permanent, disons, mon cher Christian. C'est un coup d'État permanent, je vous entends vous-même parler de temps en temps d'expression. Que disait la Constitution de 92? Que dit, disons, la Constitution de Sassou Nguesso? La Constitution de Sassou Nguesso ne le prévoit peut-être pas dans le préambule comme tel, mais la Constitution, le chiffon de Sassou Nguesso, donc du 25 octobre, disons, 2015, renvoie également à la charte congolaise des droits et libertés, qui avait été adoptée par la Cour nationale. Donc, cette charte, c'est-à-dire c'est cette charte qui annonçait déjà, disons, le droit pour les Congolais, effectivement, de désobéir. Oui. Donc, quand on demande cela, c'est le seul mécanisme, Christian. Le reste, moi, je dis, nos compatriotes qui sont de l'opposition pour aller prendre le pouvoir, je dis, c'est des escrocs, vous permettez de répéter, Christian. La Cour constitutionnelle congolaise, c'est un organe du PST. Je vous l'ai dit la dernière fois. Hein? Donc, je veux dire pourquoi l'élite congolaise, qu'elle soit politique ou intellectuelle, participe à cette hypocrisie-là, Christian. Pourquoi? Très heureux de vous retrouver sur R7, mesdames, messieurs. Merci de suivre Droit de savoir. 35 ans après la conférence nationale, dont l'objectif était entre autres d'apaiser
le climat politique, de rassembler les acteurs sociaux, d'assainir la gestion des affaires publiques, de lutter contre les clivages de tout genre, bref, de ramener le pays sur les rails. Malheureusement, la situation actuelle du pays est plutôt chaotique. Le Congo est en ruine. Il semble avoir fait un bond en arrière de plus de 60 ans, laissant place donc à une profonde désillusion. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi les Congolais semblent-ils impuissants face à cette descente aux enfers que connaît le pays? Nous allons tenter de le comprendre avec professeur Félix Bakunda-Mpele, diplômé des Sciences Po, enseignant, chercheur, juriste et politologue, consultant, constitutionnaliste. Vous êtes également membre de l'Association française de droit constitutionnel, membre expert de l'Institut international des droits d'expression et d'inspiration française. Bonjour, professeur Félix Bakunda-Mpele. Bonjour Christian Perrin, et heureux de vous retrouver. Merci, un plaisir partagé. Alors, la situation en République du Congo parle d'elle-même. Il est évident que c'est le chaos. Inutile de s'attarder donc sur les détails. Cependant, une question se pose. Peut-on réellement imputer à la conférence nationale souveraine la responsabilité de la situation actuelle vécue par les Congolais? Merci pour la question, Christian Perrin. Vous savez, c'est très facile d'attribuer à des institutions tous les torts, disons, d'une société. Ça, c'est très facile. Et il faut dire tout de suite, Christian, quel que soit ce que peut prévoir un texte, et quelles que soient les compétences d'une institution, le rôle majeur revient toujours, disons, aux humains, c'est-à-dire à ceux qui vont l'animer. Voilà. Donc, j'entends parfois des thèses dans ce sens. La conférence nationale, ceci, la conférence nationale, cela. Mais parfois, je dis toujours, bon, faisons un peu de la comparaison. Est-ce que ça a été mieux ailleurs? On aime bien parler de la France, par exemple, qui a eu ses états généraux, les fameux états généraux de 1789. Ils n'ont pas été parfaits. Ils n'ont pas été parfaits. Et pourtant, la France a évolué, bien entendu. Après 1789, il y a eu d'autres évolutions, ça également, il faut le dire. 1789, il y a eu 1792, ensuite, il y a eu le retour vers l'Empire, ensuite, ben voilà, donc il y a eu une succession, on ne va pas reciter, hein, mais voilà. Disons que le rôle majeur revient toujours aux personnes, aux institutions, pardon, aux personnes chargées d'animer les institutions. Dans le cas du Congo, moi je dis toujours ceci, cher Christian, je pense que la conférence nationale a fait ou a réussi ce qu'elle pouvait faire par rapport à la conjoncture politique de ce moment-là. Il ne faut jamais oublier, Christian, que nous étions dans un système politique féroce qui avait, selon la conférence nationale elle-même, fait déjà plus de 3000 victimes. Donc à ce moment-là, en gros, c'était pile ou face. Il n'était pas évident que la conférence nationale se termine. Elle s'est terminée. Elle a tiré les conclusions qu'on peut discuter, mais elle a abouti, disons, à quelque chose qui, cette chose-là, si elle était appliquée, respectée par les acteurs politiques, pouvait permettre à la démocratie congolaise de continuer et de s'améliorer. Donc, moi, je pense que ce n'est pas la conférence nationale qui n'a pas marché, puisqu'après tout, quand elle a fermé, les principes fondamentaux de la démocratie avaient déjà été posés. Ce qui a loupé, à mon avis, ce n'est pas la première fois que je le dis, en fait, on est sorti de la conférence nationale avec un malentendu. Ce malentendu, c'est lequel? Grosso modo, je pense que ce que voulaient les acteurs politiques, de part et d'autre, ce n'était pas exactement la démocratie, c'était le pouvoir. Je le souligne toujours. Ce n'est pas la démocratie, c'était le pouvoir. Et le fait est là, dès que la conférence nationale a fermé, a tiré les rideaux, qu'il y a eu, disons, les premières institutions mises en place, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que il était difficile. À partir du moment où
l'ambition non avouée par les acteurs politiques, c'était le pouvoir et non la démocratie, il était difficile que la démocratie effectivement marche. Un seul exemple, je ne cesse de le répéter. Jusqu'à maintenant, les Congolais, bon, je suis quand même en relation avec mes compatriotes, jusqu'à maintenant, les Congolais n'arrivent pas à s'accorder effectivement sur la question de la majorité. N'oublions pas que c'est sur ça que ça a commencé, cher Christian. Tout à fait. N'oublions pas que c'est sur ça que ça a commencé. Voilà, le reste n'est que la conséquence. Autrement dit, on a pris prétexte de ceci ou de cela. C'est quoi la majorité? C'est quoi l'état de droit? C'est des questions, mon cher Christian. Donc, pour moi, c'est ce malentendu-là qui est à l'origine, effectivement, de ce que l'on a vécu et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas encore été résolu. Si, par Oui, mais exemple, pardon, professeur, vous disiez tout à l'heure, le problème, c'est les hommes qui animent les institutions, alors que Euh, en temps normal, on croirait que les institutions sont beaucoup plus fortes que les hommes. Et au sortir de la conférence nationale, on a eu à mettre quand même quelques institutions en place. Je pense déjà à une nouvelle présidence. Il y a eu, d'ailleurs, on a eu une nouvelle constitution. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'après avoir mis tout cela en place, qu'un homme, voilà, piqué je ne sais par quelle mouche, c'est encore permis de faire un coup d'État militaire en plus, et tout le monde était en train de regarder, alors qu'il y avait des institutions qui étaient déjà là, avec une constitution qui condamnait toute prise de pouvoir par la force. tout à fait. Quand les gens disent la conférence nationale ou même la constitution, bon, moi je dis, mais écoutez, la constitution, c'est les hommes effectivement qui la mettent en œuvre. C'est les hommes qui doivent effectivement, je vais dire, respect. Moi je dis toujours, l'une des caractéristiques, disons, des acteurs politiques africains, c'est qu'ils sont allergiques au texte. Quand vous voyez, disons, tout ce qui se passe dans tous les pays, aujourd'hui, dans la grande actualité, nous avons le Sénégal, nous avons la RDC et peut-être d'autres pays, on y arrivera. Vous voyez que c'est l'allergie au texte, les gens n'aiment pas les textes. Hein. Avant d'arriver à la guerre, enfin, ce qu'on appelle la guerre de 87, en fait, le coup d'État de Sassou Nguesso qui dérape et puis qui se termine en guerre. Il y a eu des précédents qui ont fragilisé déjà le régime. Question. J'ai dit majorité. Parce que c'est ça le prétexte. Je dis bien le prétexte qui a été pris pour effectivement fragiliser le régime démocratique naissant. Nous Mais sommes dans un système qui est semblable à celui de la France, c'est-à-dire un régime semi-présidentiel, un régime semi-parlementaire. C'est quoi la majorité? Puisque c'est là que tout commence. La majorité, tout le monde sait que c'est différent selon qu'on est dans un régime parlementaire, c'est-à-dire le modèle allemand, le modèle israélien, enfin le modèle le plus en vogue en fait. Et c'est peut-être pour ça que certains se sont trompés, parce que je sais qu'il y en a qui étaient de bonne foi, en croyant qu'effectivement, l'opposition avait acquis la majorité à l'intérieur de l'Assemblée. Certains étaient de bonne foi. Certains voulaient tout simplement, effectivement, faire déraper le régime. La majorité dans le système qui est celui du Congo, semblable à celui de la France, nous le voyons là en France. 2024, on l'a vécu. La majorité, on l'acquiert par les urnes. On l'acquiert pas à l'intérieur de l'Assemblée. Jamais. C'est ça qui est à l'origine de tout. Et c'est-à-dire, la majorité, comme vous êtes en train de dire, c'est dans les urnes, c'est-à-dire l'élection elle-même, c'est-à-dire c'est à la population de conférer la majorité et non une majorité qui se forme dans l'Assemblée, l'Assemblée, c'est-à-dire les partis qui viennent de partout et puis voilà. qui s'allient pour C'est-à-dire, former une. avant d'aller aux urnes, vous déclinez votre identité auprès du peuple. Vous dites à quelle famille politique vous appartenez. Tout à fait, tout à Oui. fait. Vous dites à quelle famille politique vous appartenez. Donc, le peuple sait en allant voter que, en allant voter pour telle personne, il appartient à telle famille politique, à telle famille politique. Pourquoi? Pourquoi, effectivement, il y a cette différence dans le régime semi-parlementaire ou le régime semi-présidentiel? Parce que dans le régime parlementaire, qui n'était pas celui du Congo, c'est-à-dire par rapport à la Constitution de 92, le peuple ne va élire au niveau national que l'Assemblée. Dans les régimes parlementaires, on ne va pas élire un président. On va uniquement pour élire, disons, les députés. Donc, la seule élection nationale, c'est l'élection, disons, de l'Assemblée. Donc, l'Assemblée est omnipotente. C'est-à-dire, tout se passe là. C'est cette assemblée-là qui décide, disons, par la suite de ce qui va effectivement se débattre là, qui va décider effectivement, disons, à qui appartient la majorité. Et c'est elle qui détermine effectivement qui va être le Premier ministre, on l'appelle d'ailleurs Premier ministre ou président du Conseil selon effectivement des États. Mais dans le système dans le système, disons, dans le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, qui est celui du Congo, qui est celui de la France,
le peuple va au niveau national élire donc deux majorités, la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Donc, quand effectivement le peuple élit le président, il lui donne des pouvoirs pour dire voilà ce que tu dois faire. Et il donne également des pouvoirs, disons, à l'Assemblée. Donc là, il y a là donc en quelque sorte, le peuple a deux représentations, c'est-à-dire deux délégués au sein, disons, dans l'exercice du pouvoir. Le président et puis l'Assemblée nationale. Donc je dis ceci, Christian, c'est pas compliqué pour un conservateur de bonne foi. Si le peuple élit le président pour gouverner, c'est bien. Et en même temps, il élit l'Assemblée. Je vais dire de façon consciente. Soit effectivement, il veut geler, c'est-à-dire le président, c'est-à-dire ne veut pas lui permettre effectivement, disons, de gouverner, et à ce moment-là, il le bloque au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il va donc effectivement élire le président, mais il ne lui donnera pas les moyens de gouverner. Donc, il va donner une majorité autre. Mais si le peuple élit le président pour qu'il gouverne, nous sommes là dans les interrogations, et qu'il lui donne également une majorité, c'est-à-dire une majorité parlementaire, c'est-à-dire une majorité à l'Assemblée, mais que à l'intérieur de l'Assemblée, j'espère que vraiment je réussis la pédagogie, à l'intérieur de l'Assemblée, le peuple qui a donné la majorité au président à l'Assemblée pour gouverner, c'est des parlementaires là, ces parlementaires, tournent le dos au peuple, ils disent non, nous ne voulons pas que le président puisse gouverner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. En sorte, pardon, professeur, vous êtes en train de nous dire que c'est une forme de trahison, parce que je prends ici le cas, il faut les citer, le PCT qui est allé évidemment solliciter les voix des Congolais. Et une fois qu'ils ont eu ces députés au niveau de l'Assemblée, ils ont tourné le dos aux électeurs, une forme de trahison, c'est ça. C'est bien sûr, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un détournement, disons, une usurpation électoral. même comme qu'il dirait, de l'élection. Au deuxième tour, mais n'oublions pas que le PCT et l'UPADS appartiennent déjà à ce qu'on appelle l'ADN, c'est-à-dire l'Alliance, l'AND, l'Alliance nationale pour la démocratie, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la même coalition politique. Un peu comme on le suit partout. Voilà. Ils étaient dans la même coalition. Ils ne l'ont pas fait, je vais dire, par bêtise, mais parce que ils savaient très tôt, avant même d'aller aux législatives, parce que les législatives avaient précédé effectivement la présidentielle. Tout le monde avait compris qu'aucun parti n'aurait donc la majorité pour gouverner. Aucun parti. Le plus grand parti, c'était l'UPADS. Donc, en regardant, en faisant effectivement un peu de la prospective, ils ont compris qu'aucun parti n'aurait la majorité, disons, pour gouverner et qu'il fallait nécessairement, disons, se coaliser, qu'il fallait former effectivement des groupements. Vous voyez? Donc, quand le peuple va voter pour les législatives, c'est-à-dire, voilà, ils savent déjà que non, le PCT est dans la même alliance politique avec l'UPADS. Oui. Donc, c'est en conséquence de cause. Ce qui veut dire que quand, effectivement, disons, le peuple, donc, puisqu'on a terminé par la présidentielle, élit donc le président, il sait que le président qui est élu a une majorité constituée dans ce groupement-là. Et qu'est-ce qui se passe, Christian? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'effectivement les institutions sont mises en place, pour des raisons de Marocains, c'est-à-dire donc effectivement de partage du pouvoir, le PCT, les députés du PCT, à l'intérieur de l'hémicycle, tournent le dos, c'est-à-dire par rapport, disons effectivement, à la coalition qu'ils avaient annoncée au peuple, tournent le dos, ils disent non, nous sommes maintenant avec le MCDD ou disons d'autres, disons en fait la coalition opposée. Ça s'appelle, disons, un détournement électoral. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre, hein, ils ne pouvaient même ne pas invoquer la raison. C'est-à-dire, on peut même laisser ça de côté. Mais Christian, dès le moment où vous décidez de vous coaliser, de renverser le gouvernement, ça peut même ne pas être pour des raisons de Marocains. On peut même mettre ça de côté. Il n'y a pas plus grande crise politique dans un système politique que le renversement du gouvernement. C'est une crise majeure. Surtout que c'est en début, effectivement, de législature. Le gouvernement est renversé. On peut effectivement prendre le fait comme tel. Que dit la Constitution? La Constitution autorise au président, en cas de crise majeure, effectivement, de dissoudre le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée est dissoute. L'opposition crie à la dictature. Christian, vous ne pouvez pas renverser le gouvernement, c'est-à-dire créer une crise majeure et ne pas, effectivement, permettre au président de la République, effectivement, d'utiliser le moyen que lui donne la Constitution. L'Assemblée est dissoute. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut organiser les élections. Christian, nous suivons là tout ce qui se passe. Mais qui organise les élections? C'est le gouvernement en place.
C'est le gouvernement en place qui organise l'élection. L'opposition, principalement le PCT, je rappelle le fameux discours, disons, de Sassou Nguesso. Jamais nous ne permettrons qu'un gouvernement renversé puisse organiser les élections. Christian, si le gouvernement n'organise pas les élections, qui va les organiser? Alors Si finalement, le gouvernement... professeur, donc on peut comprendre que lorsque le PCT se retire de la majorité présidentielle, en fait, c'était pour des calculs politiciens. Ils avaient déjà en tête le coup qui devait suivre, c'est-à-dire le coup d'État en préparation, parce que j'ai entendu dire, hein, certains du milieu évidemment de Sassou Nguesso, que finalement, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il avait promis à ses lieutenants qu'il allait revenir, très bientôt, il allait revenir au pouvoir. Or, Denis Sassou Nguesso est conscient qu'il ne pouvait pas gagner une élection présidentielle démocratique. Donc, on suppose que depuis là, en fait, même quand il s'est allié avec l'UPADES, c'était pour ces visées-là. Il savait que, bon, en avançant, on va faire ci. Il y avait déjà un calcul bien fait. Il fallait créer la crise majeure dont vous avez parlé tout à l'heure, afin de préparer évidemment le terrain pour le retour par la force ou par la force des armes. N'oublions pas, Christian, que avant même de voir l'UPADES, il avait déjà vu, disons, le MCDD. Donc, il était en relation avec les deux. C'est-à-dire qu'il le faisait prévaloir. Il proposait la même chose, disons, deux grands partis. Comment ça? Autrement dit, le but c'était de créer la zizanie. Voilà. Avant de rencontrer, donc, effectivement, disons, quelques éléphants du PADES, il avait déjà rencontré, disons, Bernard Colila. Donc, il avait proposé la même chose. Autrement dit, pour résumer, le but c'était de créer la zizanie, de faire de telle sorte que, disons, le pays soit un gouvernement, c'est-à-dire de fragiliser la démocratie. Donc, moi, je dis, Christian, là, nous avons effectivement des textes qui sont clairs, le système politique qui est clair, la majorité, c'est dès le départ, avant qu'effectivement le peuple ait élu, le peuple est conscient des coalitions qui existent. On arrive donc, effectivement, les institutions sont en place, le PCT cherche des prétextes, ben, dit, ben, écoutez, nous tournons, là, disons, le dos à l'UPADES pour des raisons, mais on peut même dire, même sans raison. C'est leur choix. Ils étaient libres, effectivement, de dire, bon, nous ne voulons pas tout simplement de telle tête à, disons, au gouvernement, et puis renverser sans même s'entendre avec le MCDD. Donc, juste là, c'est politique ou politicien, tout ce que l'on veut. Ça se gâte à partir du moment où il n'autorise pas au président de la République de dissoudre l'Assemblée. Voilà, s'il renverse effectivement le gouvernement, c'est tout à fait normal. On est dans une crise politique majeure que prévoit la Constitution. Le président dissout l'Assemblée, vous ne pouvez pas le lui reprocher. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, l'Assemblée est dissoute, il faut aller aux élections. L'opposition dit que non, le gouvernement n'a pas le droit, disons, d'organiser des élections. Mais je dis toujours, dès le moment où le gouvernement ne peut pas effectivement organiser des élections, vous sortez du cadre constitutionnel. Et c'est là que tout commence. Ben, voilà, c'est, comment disons, la désobéissance civile qui est demandée. Ben, c'est les violences. C'est trois personnes qui sont abattues. On dit que c'est le gouvernement qui a ordonné, disons, de tuer. Ben, voilà. Écoutez, trois personnes peuvent tomber, même 10 personnes. Ce n'est pas une raison pour renverser le régime. Nous sommes là devant ce qu'on peut appeler des meurtriers, des accidents, ou un accident, tout ce que l'on veut. C'est une affaire de la justice. Mais ce n'est pas, disons, une affaire, disons, d'insurrection pour dire qu'on va renverser le régime. Voilà. Les gens tombent, et bien, si vous êtes vraiment des démocrates, ben, c'est une affaire judiciaire. Voilà. Donc, vous voyez que là, depuis le début, c'est-à-dire tel que ça a commencé, ça n'a pas été une affaire de droit, les textes étaient clairs, ça a été disons, une affaire, effectivement, des acteurs politiques par, je vais dire, naïveté ou quoi, ben, je pense bien au niveau du MC, parce que le deuxième grand parti, c'était le MCDDI. Si Lissouba avait mal gouverné, qu'on était allé droit aux urnes, que le peuple n'en voulait plus, ben, le parti qui l'emportait, c'était le MCDD. Donc le PCT savait qu'il ne gagnerait jamais. Il ne gagnera jamais l'élection puisque ben, il avait un lourd dossier, c'est-à-dire donc près de 3 décennies d'exercice négatif, sauvage du pouvoir, ben, qui avait abouti effectivement à la banqueroute du pays. Donc c'est ça. Moi je pense que du côté du MCDD, même si, et puis disons après, disons, le président Koïla lui-même réussira à comprendre que ben, le PST était en train d'entraîner effectivement dans le gangstérisme.
Voilà. Mais Elle dès le avait départ, dû je pense comprendre ça très en retard. que Professeur Félix Bakundapel, évidemment, tout le monde constate aujourd'hui que finalement, ce n'était pas seulement un coup d'État contre le professeur Pascal Lissouba, mais contre la démocratie tout à fait. congolaise. Alors, il y a eu coup d'État. Nous avons, moi je considère que la constitution du 15 mars 1992 existe encore. Il est question donc de repartir à l'ordre constitutionnel. Alors, il y a une constitution qui, dans son préambule, je crois que c'est le dernier alinéa, Tout à fait. indique une certaine résistance contre toute personne qui oserait reprendre le pouvoir par ben voilà, les méthodes critiquées, notamment la force. Alors, il y a eu coup d'État. Et depuis là, voici pratiquement, ça fait déjà presque 28 ans, c'est ça, qu'il est déjà, Non, je sais non, pas, au 28 pouvoir. ans. Pardon, 29 ans. 29 ans déjà. Et qu'est-ce qui peut expliquer, j'allais dire, tous les Congolais finalement, à tous les niveaux bien entendu, ont comme qui dirait capitulé, c'est normal, monsieur a fait son coup d'État, bon, il est là, on le laisse faire jusqu'au jour où il s'en ira, et puis quitte à repartir vers, voilà, comme qui dirait à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors que, comme je le disais tout à l'heure, on avait déjà des institutions. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse? Christian, à partir du moment où déjà, ce qui ressort de l'exemple, disons, que nous venons de prendre, c'est que ce qui importe au niveau des grands acteurs, ce n'est pas la démocratie, c'est le pouvoir. Donc, il y a déjà une forme de gangrène, il y a, disons, du sable dans le moteur. C'est-à-dire que quand les acteurs, les grands acteurs politiques congolais bougent, c'est d'abord et avant tout pour le pouvoir et non pour la démocratie. Ce qui veut dire qu'ils sont facilement manipulables. C'est-à-dire que quand Sassou Nguesso tente déjà, bon, je dis toujours, le miracle du premier régime démocratique, c'est d'avoir tenu 5 ans. Parce que pour le pouvoir sortant, il n'était pas question de laisser le temps. Donc, c'est déjà un miracle. Moi, j'entends les gens dire, oui, non, non, c'est déjà un miracle que le pouvoir de l'Issouba, que la démocratie ait tenu 5 ans. Parce que toutes les conditions étaient déjà réunies pour que ça ne tienne pas, pour que ça ne dure pas. Donc, ça, il faut déjà le souligner. Parce que la donne du pouvoir, cette forme, disons, je ne sais pas comment la faire, mais pour moi, c'est une pathologie, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'on ait le pouvoir par tous les moyens. Le PCT a les moyens, effectivement, de le mettre en cause. Les autres qui ne sont pas du PCT, s'ils avaient les mêmes moyens que le PCT, ils l'auraient fait. Parce que quand, Oui, mais effectivement, pourquoi il y est-ce a... que les autres, là, n'ont pas organisé, par exemple, des mobilisations pour contrer, voilà, ce coup d'État? Pourquoi n'ont-ils pas résisté? Parce qu'il y avait quand même l'opposition, dans tous les cas. Christian, dans les 2 premières années, c'est-à-dire après la conférence nationale, dans les 2 premières années, c'est-à-dire donc que la conférence nationale se termine, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 10 juin, donc le 10 juin, disons, 91, on a déjà recouru 3 fois à la désobéissance civile. 3 fois. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a déjà eu janvier 92, à l'occasion donc de la sortie de l'armée, disons, pour réclamer, disons, la fin du gouvernement de transition, donc contre M. Milongo. Il y a déjà eu donc effectivement ce que je peux appeler donc l'automne 92, c'est-à-dire quand l'Issouba arrive donc à l'occasion de la dissolution de l'Assemblée suite au renversement du gouvernement. Donc l'Issouba, donc deuxième désobéissance civile. Oui. Été 93. Oui. Donc, recours également, disons, à la décision. Donc, en moins de 2 ans, en moins de 3 ans, on a déjà recouru 3 fois à la désobéissance civile. Ça montre qu'il y a un problème. Autre aspect, Christian, qu'il faut souligner, effectivement, quand il y a, disons, ces mouvements déjà, disons, de l'automne 92, c'est-à-dire donc 2 mois, 2 mois, disons, avant, 2 mois après, pardon, l'élection du président de la République. Mais l'opposition, c'est-à-dire tous ceux qu'on appelle l'opposition, certaines figures majeures, comme notre très cher ami Mirassa. Mirassa était à ce moment-là donc dans l'opposition. Ben, écoutez, ils se sont mobilisés pour qu'effectivement le gouvernement ne puisse pas organiser l'élection. Christian, dès le moment où effectivement on sort du cadre constitutionnel, tout est permis. Sassou lui dit que non, jamais nous ne permettrons à un gouvernement qui a été renversé d'organiser les élections. Nous avons là, il y a 2, 3 ans à peine que Christian en France. Hein. 2 ans.
Le gouvernement est renversé à la suite d'une motion de censure. Qui a organisé les élections, Christian? C'est bel et bien le gouvernement. Parce que si vous enlevez le gouvernement, eh bien, vous rentrez dans l'incertitude totale, ce qui s'est passé. Bon, l'Issouba cède. Parce que il se dit ça ne sert pas effectivement de précipiter, disons, de précipiter la violence et tout pour arrêter. Il accepte cela. Il cède. Donc, l'opposition, disons, propose un membre à la personne de notre très cher compatriote, Maître Mbemba, qui sera président de la commission électorale, Christian. Les élections sont organisées avec un vice-président qui est effectivement, disons, proche De de la mouvance l'opposition. présidentielle. Presque Voilà. choisi par l'opposition, oui. Par l'opposition. Et Christian, les résultats sortent. Ils sont connus. C'était encore à ce moment-là, disons, la commission électorale vraiment indépendante. Hein. Ce n'est pas ce Oui, qu'on suit oui. avec Sassou Nguesso. Voilà. Hein. Sassou Nguesso ne mettra jamais, disons, un membre de l'opposition à la tête d'une commission électorale. C'est absolument impossible. L'Issouba l'accepte. Le point de la commission électorale et l'opposition, tout se récolte au niveau, c'est-à-dire que dès qu'on sort des urnes, on affiche. Pour terminer avec ce volet, comment vous analysez la situation actuelle du Congo, bien entendu, après les 35 ans passés après la conférence nationale souveraine? Christian, mon opinion est faite depuis très longtemps, puisque j'observe notre système politique, le fonctionnement de notre système politique vraiment régulièrement. Mon opinion est faite. Si c'est avec la même organisation politique, jamais nous n'en sortirons. Même si le despote est sanguinaire congolais qui est là s'en va, jamais nous n'en sortirons. Parce que je viens de dire, auprès des Congolais, le pouvoir l'emporte sur la démocratie. Quand les Congolais disent démocratie, démocratie, en fait, ce qu'ils veulent dire, pouvoir. Voilà. Ça, je le sais. Nous souffrons de cette hypocrisie-là. Hein? Ce que veulent les Congolais, c'est le pouvoir et non la démocratie. Donc, il faudra trouver un mode d'organisation qui fasse que, effectivement, la question présidentielle soit résolue. C'est l'objet, disons, d'un article que j'ai publié, disons, d'une communication que j'avais faite au cinquantenaire, disons, de la Ve République en France. Je rappelle, celui qui avait présidé l'atelier, c'est le professeur Carcassonne, qui est mort aujourd'hui, hein, avec le professeur Dominique Rousseau, où j'ai fait effectivement cette communication, repenser le programme africain. Au fond, tout repose là, c'est sur la question présidentielle. Voilà. Donc, il faut trouver un mode d'organisation politique qui fasse que, effectivement, les gens ne se battent pas pour ça, pour cette institution-là, qui est une institution mortelle, qui est une institution toxique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est là, apparemment, on se dit, non, Christian, tout repose sur ça. C'est-à-dire que je suis presque convaincu que si aujourd'hui, on repart à zéro avec les mêmes institutions, eh bien, ce sera la même issue. Parce que pour la question du pouvoir, vous voyez, aujourd'hui, on disait que l'Issouba a amené le tribalisme, hein, oui, voilà. Aujourd'hui, on est là, regardons comment se présente le panorama politique de notre pays au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les institutions, au niveau de toutes les formations. Vous voyez, donc aujourd'hui, le pays est bien divisé hein, au profit, disons, d'un groupe à la tête duquel se trouve Sassou Nguesso, où on ne veut même plus nommer, c'est l'apartheid qui a été institué à tous les niveaux, je le dis depuis 2017. Voilà, l'apartheid institué à tous les niveaux. Je prends toujours un exemple. Christian, quand on parle, disons, de l'existence, disons, des contre-pouvoirs, qui peut expliquer pourquoi le village de Sassou Nguesso, le village de Sassou Nguesso, je dis village, c'est pas moi qui le dis, lui m'appelle son village. Quand il reçoit Yannick Noah, disons chez lui, il dit, mais disons, bienvenue dans mon village. Qu'est-ce qui peut expliquer que le village de Sassou Nguesso ait plus de députés que la troisième ville du pays qui a plus de 3 fois, disons, une population 3 fois plus élevée que le village de Sassou Nguesso? Hein? Il a divisé en deux. Quand on divise en deux, c'est pour accroître le nombre de députés. Donc, 2 députés à Oyo, 2 députés à, je ne sais pas comment on appelle ça, Ombelo, quoi, comment on appelle ça. Euh, voilà. Donc, ça fait 4. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce que déjà, il n'est pas prêt pour un dialogue. Les élections, tout le monde sait désormais comment ça se passe sous le PCT. Y a-t-il une autre alternative? C'est celle que prévoit y compris le chiffon constitutionnel de Sassou Nguesso. Nous sommes dans un coup d'État permanent, disons, mon cher Christian. C'est un coup d'État permanent, je vous entends vous-même parler de temps en temps d'expression. Que disait la Constitution de 92? Que dit, disons, la Constitution de Sassou Nguesso? La Constitution de Sassou Nguesso ne le prévoit peut-être pas dans le préambule comme tel, mais
la conscience, le chiffon de Sassou Nguesso, donc du 25 octobre, disons, 2015, renvoie également à la charte congolaise des droits et libertés, qui avait été adoptée par la Cour nationale. Donc, cette charte, c'est-à-dire c'est cette charte qui annonçait déjà, disons, le droit pour les Congolais, effectivement, de désobéir. Oui. Donc, quand on demande cela, c'est le seul mécanisme, Christian. Le reste, moi, je dis, nos compatriotes qui sont de l'opposition pour les prendre le pouvoir, je dis, c'est des escrocs, vous permettez de répéter, Christian. Voilà. Le système est organisé de telle sorte que ça ne peut avoir que la majorité, c'est-à-dire à partir de ce que je viens de dire. Je ne prenais pas l'exemple de Yo. C'est-à-dire, quand vous prenez dans les fiefs favorables à Sassou Nguesso, au niveau de la députation, c'est-à-dire que quand ils vont, l'année prochaine, là déjà le cas, il a déjà acquis sa majorité. Il a déjà acquis sa majorité au niveau de l'Assemblée. Donc, pour ceux qui savent organiser, c'est vraiment la mise en scène. Je ne veux même pas parler des détails que connaissent tout le monde, c'est-à-dire le bourrage des urnes, les résultats qui sont à la discrétion, disons, du gouvernement, la Cour constitutionnelle qui est, disons, à la solde, c'est même pas, disons, la solde, c'est un organe du PCT. La Cour constitutionnelle congolaise, c'est un organe du PCT. Je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, je veux dire pourquoi l'élite congolaise, qu'elle soit politique ou intellectuelle, participe à cette hypocrisie-là, Christian. Pourquoi? Ils savent que tout est fait de telle sorte que Christian ne peut pas organiser 5 présidentielles, 5 législatives qui donnent les mêmes résultats. Ça n'existe nulle part. Donc, c'est la mise en scène. Donc, que Sassou le fasse, ça, je vais dire pour ceux qui le connaissent, il n'y a rien d'étonnant, mais que l'élite intellectuelle et politique participe à cette mascarade, à cette hypocrisie, je me dis, là, c'est quand même trop. Donc, qu'est-ce qui reste, Christian? Ce qui reste, c'est ce que prévoient les textes, puisque, y compris le chiffon constitutionnel du 25 octobre 2015, renvoie à la charte congolaise des droits et libertés qui a été adoptée à la conférence nationale, et cette charte prévoit effectivement, je vais dire, la désobéissance civile pour effectivement remettre en cause un régime dictatorial. Il faut donc effectivement recourir au texte, c'est-à-dire donc désobéir. Voilà. Donc, dans l'interview que nous avons organisée en janvier, je vous ai dit, face aux farces électorales, la seule issue, c'est effectivement de chasser le régime despotique et criminel, le kleptocrate de M. Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'autre issue. Le reste, aujourd'hui, avec la complicité, disons, des principaux contre-pouvoirs, Christian, je vous dis, on peut l'organiser 1000 fois, ça donnera les mêmes résultats. Voilà. Et même si Sassou Nguesso, disons, n'est plus là, vous voyez, hein, tout est déjà fait de telle sorte. Vous voyez vous-même les gens du PST venir dire que non, le PCT est maintenant imbattable parce que il a conquis le territoire et tout, alors que, je vous le disais la dernière fois, il avait le monopole effectivement de l'implantation territoriale en 92. Il avait été battu à plat de couture par l'UPADES. Donc, le PCT, c'est comme ça. Ces méthodes, c'est comme ça. Tant qu'effectivement, on lui laissera le temps, nous n'en sortirons pas. Voilà ce que je vous dis. Voilà. Et Que les Congolais. malheureusement, comme vous l'avez dit, hein, le pays, en fait, le Congo actuellement ressemblerait beaucoup plus à une monarchie parce que finalement, Denis Sassou Nguesso est devenu le maître absolu qui décide sur tout. Et les institutions, finalement, ben voilà, c'est des caisses de résonance. Alors, on va donc passer à un autre volet et je souhaiterais vous faire réagir sur cette décision unilatérale de Denis Sassou Nguesso qui exemptera à partir du 1er janvier 2027 de visa tous les Africains, c'est-à-dire les ressortissants africains, les Africains de toute l'Afrique, sans exception aucune, il faut le dire comme ça, qui souhaiteraient se rendre au Congo-Brazzaville. Alors, la mesure a été présentée comme pour encourager, comme qui dirait, un investissement étranger au pays, mais bon. Votre premier commentaire sur cette mesure des Congolais, certains parlent déjà d'un risque sécuritaire et beaucoup d'autres risques avec un pays où on sait tout le monde que l'administration est très faible, une corruption généralisée. Quel commentaire faites-vous de cette mesure? Ici, au niveau de la forme, d'abord. Si on a le respect des institutions, si on a du respect pour ses compatriotes, la moindre des choses aurait été d'en débattre d'abord. La moindre des choses. Ça aurait pu, disons, au niveau de l'Assemblée, comme je n'aime pas, je répète, je n'aime pas réciter la conscience, ce qu'on appelle la conscience de Sassou Nguesso.
Voilà. Parce Mais est-ce que, qu'on ne peut pas parler d'un état d'exception? non, rien Non. à voir. Rien à voir avec l'état d'exception. L'état d'exception, c'est une situation imprévue qui pousse effectivement les pouvoirs en place à prendre des dispositions pour tenter effectivement d'apprivoiser la situation grave. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'état d'exception. Ici, nous sommes dans une situation normale où Sassou Nguesso égal à lui-même se dit je suis le maître du Congo, ben voilà, je veux montrer que moi également je suis un panafricaniste ou que voilà. Oui, Effectivement, parce il que, décide de il y a quelqu'un qui me disait, pardon, professeur, qui me disait, face à la crise économique et financière que connaît le Congo actuellement, vous savez que les caisses sont vides, le Congo est en pleine crise, sévère d'ailleurs. Bon, pour tenter de trouver des solutions à cette crise, à cette situation très sensible, bah, il tente d'ouvrir les frontières pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, Donc, attirer les investissements les circonstances étrangers. exceptionnelles d'ordre économique, je suis le premier qui ait théorisé cela dans un article de 1986. Donc, je sais ce que c'est que les circonstances exceptionnelles en matière économique. Sauf que, en ce moment, quand vous regardez la crise qui existe en matière économique, ça n'a rien à voir effectivement avec. Voilà, tout est lié à Sassou Nguesso lui-même. Hein. C'est une inaptitude à gérer un pays. Voilà. Hein, c'est une inaptitude à gérer un pays. Donc, on ne va pas justifier, disons, le recours aux circonstances exceptionnelles en matière économique à partir du moment où le fait générateur est là. Le fait générateur, c'est Sassou Nguesso. Voilà. La dernière fois, nous avons parlé de M. Makuso, disant, qui était content du fait que, ben oui, ils sont arrivés à 3,8%, disons, taux de croissance prévu pour 2026, alors que la barre d'assortie, la moyenne au niveau de l'Afrique est située entre 4,2 et 4,5. Le Congo est à 3,8, c'est-à-dire 3,6 l'année 2025, 3,8, disons, pour l'année de 2026 en prévision, c'est-à-dire donc dans le négatif, mais ça plaît quand même, effectivement, disant M. Makoso. Ce qui veut dire qu'ils se plaisent bien, disons, de se comparer à la médiocrité. Vous voyez, quand vous êtes content, disons, d'être sous la moyenne en disant que non, 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 je me suis amélioré, alors que vous n'avez pas eu la moyenne, Christian, ça montre quand même à quel degré, disons, nous nous trouvons au Congo en matière, effectivement, d'honneur ou de respectabilité. Donc, non, Christian, sur cette question, je parlais de la forme. Au niveau de la forme, Sassou Nguesso aurait pu, au moins, disons, avertir, je vais dire solennellement, pas avertir, c'est-à-dire pas, non, 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 c'est-à-dire avertir les Congolais pour dire qu'ils s'apprêtent à. Il aurait pu également se dire que le Congo a un texte constitutionnel, même si c'est un chiffon, qui ne prévoit pas, disons, à lui de le faire, disons, unilatéralement. Nous avons également des conventions, nous sommes là sur ce qu'on appelle les questions de personnes. Mais ça, il ne l'a pas fait. Mais plus grave, Christian, nous n'avons pas d'État organisé. Vous savez que tous les organes, je veux dire, de contrôle, la police, la gendarmerie, leur action est focalisée sur la question du pouvoir, pas sur, disons, les questions de sécurité. C'est pour ça que notre État est un lambeau. Voilà. Donc, à partir du moment où le Congo n'est pas organisé comme État, parce que moi, je dis toujours, Christian, le problème, ce n'est pas la violence, les violences, il y a plus de violence en France qu'au Congo. Sauf qu'en France, l'État existe. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, l'État, disons, réagit avec les moyens qu'il faut pour effectivement endiguer la situation. Christian, n'oublions pas que à plusieurs reprises, les forces armées angolaises sont rentrées au Congo, La Kimongo. à Kimongo. Le Oui. pouvoir n'a jamais réagi. La gendarmerie, bon, bref, les forces armées congolaises n'ont jamais réagi. Ils ne réagissent que, ben, le pouvoir congolais ne réagit que quand effectivement c'est des questions, disons, des Congolais. Là, effectivement, ben, ils bombent le dos, mais quand il y a, disons, des armées étrangères qui viennent dans le Congo, l'armée congolaise n'a jamais bougé. Je suis là en train de vous dire que la seule mission des forces militaires congolaises, c'est uniquement pour la conservation du pouvoir. Donc, disons, des Congolais qui vont, pardon, des étrangers qui vont venir de partout, sans qu'il y ait un État digne de ce nom pour effectivement assurer les contrôles, tout peut arriver. Mais moi, sur cette affaire, je pensais à autre chose, Christian, que l'ensemble avoir en tête. Christian, il y a 3 4 ans, nous étions sur la question Des terres. rwandaise dans notre pays, c'est-à-dire, voilà, où effectivement, on a dit que, ben, pas qu'on a dit, que dans l'objectif de la pérennisation, de la continuité de son pouvoir, Sassou Nguesso et ses sbires, disons, voulaient s'assurer effectivement
le soutien des Rwandais. On n'en a plus parlé parce que le porte-parole du gouvernement, la personne de M. Mongala, égal à lui-même, au lieu de nous brandir le texte pour dire que non, 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 on avait arrêté cette affaire, ben, dit comme ça au passage, ben oui, on n'en parle plus. Savez-vous que ben, cette affaire n'existe plus? Christian, Et c'est pas d'ailleurs, comme c'est ça. très curieux parce que lorsqu'il vient en parler, personne ne lui pose la question. Et il dit même aux journalistes, j'attendais que vous me posiez la question sur Tout à fait. l'affaire Les Terres. Donc ça, il y avait déjà là. Christian, nous sommes dans un état digne de ce nom. On dit, ben, il y a le texte tant, numéro tant, de telle date. Ben, voilà ce qu'il prévoit maintenant sur cette affaire-là. Il n'y a pas de texte. Bien plus, Christian. Quand vous m'avez interviewé, disons, en 2022 sur cette affaire, je vous avais dit, Christian, les 100 milliards dont on prétend que le gouvernement rwandais, ou je ne sais pas, les Rwandais auraient versé, disons, au Trésor congolais, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Les gens me disaient, je dis non, c'est impossible. Le gouvernement rwandais sait ce que c'est que le Congo, et puis le Congo est de très loin plus riche que le Rwanda. De très loin, le Congo est plus riche que le Rwanda, mais sauf qu'au Congo, il y a la très mauvaise gestion, c'est-à-dire il y a la dilapidation des fonds. Le Rwanda ne pouvait pas donner 100 milliards, disons, au Congo. Maintenant que M. Mungala nous a dit que non, tout a été déchiré, ça n'existe plus. Christian, est-ce que M. Mungala peut nous donner le texte où ils ont remboursé les 100 milliards, disons, au Rwanda? Non, il n'est même plus jamais revenu sur cette information. Non, c'est pour dire que ben, c'était uniquement l'enfumage, Christian. Voilà. Il ne nous a pas brandi le texte où effectivement ils annulent tout ce qu'ils avaient, disons, organisé avec le Rwanda. Il n'y a pas de texte, ils parlent, comme toujours, comme quand on dit, ben oui, il y a, disons, de l'argent, disons que la famille Assassou va dépenser quelque part. Monsieur Mungala répond toujours comme ça verbalement, alors que c'est une affaire de la justice. Dans un pays organisé chrétien, toutes ces affaires, ce n'est pas Monsieur Mungala qui parlerait, c'est le procureur congolais qui parlerait. Mais comme toujours, ben, toutes ces institutions sont mortes. Elles sont là uniquement pour la forme, pour servir M. Sassou Nguesso. Sur toutes ces affaires, disons, qui pullulent au niveau international, c'est la justice qui aurait pu prendre parole pour dire, ben, nous mettons effectivement, même uniquement pour sauver les apparences, Christian. Voilà. Le procureur aurait pu faire effectivement, disons, un communiqué pour dire qui se saisit de ces affaires-là. Ils ne le font pas. C'est M. Mungala qui vient, qui parle là, disons, comme un perroquet. Jamais, voilà. Un gouvernement, ne sait pas ça, c'est des textes. Le gouvernement, c'est des textes. L'administration, c'est des textes. Et là, sur l'affaire, effectivement, du Rwanda, je ne suis pas en train de suivre ça au hasard, Christian. C'est-à-dire qu'avec ce que ça se vient de décider unilatéralement, vous voyez que les Rwandais peuvent venir à partir de cette déclaration au Congo et faire exactement ce qui avait été annoncé en disant en 2021-2022. En sorte, vous êtes en train de dire que c'est la décision qu'il vient de prendre là, c'est une déclinaison de Bien entendu. l'affaire des terres, c'est-à-dire. Bien entendu, Christian. Maintenant, il faut ouvrir voilà, les Ils peuvent frontières au rentrer. Rwanda. Déjà, ben, ils avaient, bien avant, disons, on disait qu'il y avait déjà un accord qui était intervenu entre le Congo et le Rwanda pour l'entrée, disons, voilà. Donc là, en annonçant comme sur le prétexte. Parce que, Christian, entre nous, c'est pas n'importe quel Africain qui va se précipiter de venir au Congo. C'est pas n'importe quel Africain. Voilà. Hein. C'est pas n'importe quel Africain. Ceux qui sont dans les sciences sociales connaissent cette phrase où on dit la liberté dans un groupe quel qu'il soit, c'est toujours la liberté, disons, des plus puissants, c'est-à-dire de ceux qui sont dotés des moyens. Voilà. La liberté d'aller et de venir ne veut rien dire pour quelqu'un qui n'a pas effectivement des moyens. Voilà. Par contre, ceux qui ont des moyens vont effectivement l'exercer dans toute sa profondeur, vont exercer cette liberté dans toute sa profondeur. Donc, ceux qui peuvent venir au Congo, parce que ce n'est pas le pays le plus alléchant, c'est, je vais dire, connaissant effectivement la faiblesse de l'État congolais, connaissant, disons, le degré de corruption, disons, des pouvoirs publics ou de ceux qui sont à la tête des pouvoirs publics, ce sont, vous me permettez d'être clair, des mafieux. Globalement, c'est des mafieux. Voilà. Donc, c'est Oui, mais comme ça. tel que c'est annoncé comme ça, professeur, puisque c'est lui qui a annoncé, c'était, je le rappelle à nos téléspectateurs, le 25 mai dernier, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, tel que lui l'a annoncé de manière unilatérale, sans avoir consulté d'abord le Parlement congolais, est-ce que, puisqu'il a même donné la date, à partir du 1er janvier 2027, est-ce que cela veut dire que à cette date,
cette parole, moi je considère ça encore que c'est une parole comme ça qu'on peut ignorer, aurait valeur de loi. Mais Christian, le système politique congolais ne fonctionne pas sur la base des textes. Je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois. La constitution au Congo, c'est, vous permettez l'expression, cache-sexe. Le Congo ne fonctionne pas sur la base des textes. Chaque fois que vous m'interrogez, je dis la même chose. Christian, si c'était sur la base des textes, Sassou Nguesso et SSB, c'est en prison qu'ils seraient. Pourquoi je n'aime pas citer, disons, ce qu'on appelle la Constitution congolaise? Parce que, Christian, toutes ces questions que nous abordons sont déjà résolues par la Constitution. Voilà. Et si nous sommes aujourd'hui, disons, à 9 textes sous le pouvoir de Sassou Nguesso, ça veut dire que, en fait, les constitutions, ben, pour lui, c'est pour la forme. Donc, ça, c'est bien connu. Donc, c'est pour ça que je dis que non, le système, le système politique congolais, donc, y compris l'État, fonctionne sur la base des caprices de Sassou Nguesso. Je dis bien sur la base des caprices de Sassou Nguesso. Voilà. Et tous ceux qui sont à la tête des grands pouvoirs publics le savent. Puisque quand Sassou fait quelque chose, il le fait, ils ne réagissent pas. Ce qui dit que Christian, bon, je répète toujours les mêmes choses, mais je le dis. L'article du collègue, M. Moudoudou, dans la revue juridique et politique, disons, des États africains, dit clairement ceci, je cite, que depuis que la Cour constitutionnelle exerce, elle n'a jamais remis en cause une seule décision du pouvoir en place. L'article donc de 2011. Et 2011 à maintenant. Regardez tout. C'est pour ça que moi, je m'y réfère plus. C'est un organe du PCT. Les réflexes de Sassou Nguesso, c'est comme le parti unique, ceux qui sont à la tête des institutions, M. Iloki, qui a été déjà haut fonctionnaire sous Sassou Nguesso, savent c'est exactement ce que veut Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'aime pas qu'on le contredise. Voilà. Quand vous prenez, disons, le procureur, comment on l'appelle là au Congakala, mais sur ces affaires, disons, multiples que nous connaissons, est-ce que vous avez déjà vu M. Okongakala dire que non, nous mettons une commission sur tel point, rien. Sassou Nguesso a parlé, c'est-à-dire a dit ce qu'il veut, eh bien, les pouvoirs publics vont obtempérer, il n'y a pas de risque de remise en cause. Il sait que c'est comme ça, que ça va se faire.